Merci à Pfizer pour ce symposium. Merci à vous tous de venir si nombreux au congrès de la Société française de pharmacie clinique et puis de venir à ce symposium sur les biosimilaires. Donc bon, je n'ai pas besoin de vous préciser que c'est un sujet hautement d'actualité. Il suffit de lire le CAQES, il suffit de discuter avec notre direction des achats pour qu'on n'oublie pas qu'il y a les biosimilaires et que ça fait partie intégrante de notre activité. Et je ne sais pas si vous avez pu lire la stratégie nationale de santé qui fixe pour 2022 un taux de prescription de biosimilaires à 80%. Donc autant dire que les initiations ne suffiront pas. Et donc, justement, se pose la question de l'interchangeabilité, ou plus communément appelée switch, donc la prescription du princeps vers un biosimilaire. Et donc, c'est sur ce point que l'équipe grenobloise va nous éclairer avec les docteurs Mathieu et le docteur Baudran. Donc, docteur Mathieu est gastro-entérologue, spécialiste dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et docteur Baudran, je ne sais pas s'il est encore nécessaire de la présenter, pharmacien clinicien et donc qui fait partie de l'équipe pluridisciplinaire qui prend en charge les patients atteints de Mickey au CHU de Grenoble. J'ai oublié, je vous prie d'excuser Benoît Alné qui normalement devait modérer cet atelier et que je remplace. Il n'a malheureusement pas pu venir et bon, du coup je me présente, je suis Chloé Rousselière, je suis pharmacien au CHU de Lille et pharmacien clinicien pour la rhumatologie. Donc écoutez, je vous souhaite... Le blogologue de Benoît. Voilà, à Lille. Bon, sans arriver à son niveau quand même. Bon, voilà. Merci. Je passe la parole à Magali. Vous m'entendez bien? C'est bon, je pense que même la taille de la salle, on n'aurait pas forcément besoin du micro, mais on va le faire comme ça. Juste, on a choisi ce matin, alors on va faire nos deux présentations, parce que vous voyez, on va s'intercaler. On va vous faire un petit duo avec Nicolas, et puis on laissera bien sûr du temps pour la salle pour qu'on ait des questions, et on essaiera d'être à l'heure à -5 pour que vous ayez le temps d'y aller. Donc je vous remercie d'avoir affronté le froid, la neige, d'être arrivé jusqu'ici déjà ce matin pour qu'on puisse échanger ensemble sur ce sujet, sur les médicaments biosimilaires et les switch. Alors voilà. Juste, on avait envie avec Nicolas ce matin de vous raconter notre histoire en fait. De dire finalement comment on a vécu l'arrivée des biosimilaires au CHU de Grenoble. Pour comprendre, vous allez voir ce qu'on va vous présenter, comment on a imaginé l'accompagnement des acteurs de façon très large, que ce soit l'équipe soignante jusqu'aux patients. Et on va prendre l'exemple effectivement de l'infliximab dans un service d'hépatogastro, mais vous allez voir qu'on a étendu, que c'est une approche plutôt institutionnelle, donc rhumato, médecine interne, enfin partout où il y a de l'infliximab quelque part, et qui est transposable aux autres biosimilaires. On est en train de le faire pour le Mabtera, enfin vous voyez ce genre de choses. Et puis comment finalement le pharmacien, qui a eu l'injonction des biosimilaires au départ, a pu devenir le catalyseur, le médiateur finalement un peu entre tous les acteurs, y compris avec le patient. Et pour ça, je vous disais une histoire, on a commencé dès l'arrivée, même avant le switch, donc le début de l'aventure c'était été 2015 quoi. Alors ça a été assez drôle de se dire, mais finalement on a l'impression qu'on a tous découvert les biosimilaires à l'arrivée de l'infliximab en fait, du biosimilaire de l'infliximab, alors qu'il y avait déjà les EPO, les hormones de croissance et que ça s'était passé complètement comme ça, enfin personne s'était vraiment posé la question on va dire. Et donc le constat ça a été effectivement nos marchés qui nous ont dit bon maintenant il faut y aller, on va mettre tout ça en concurrence et on y va quoi. Et en se disant mais attendez on parle déjà de quoi, donc là on est été 2015 et donc on est allé d'abord faire un petit coup de sonde auprès des équipes soignantes, auprès des pharmaciens pour dire mais quand on vous parle de médicaments biosimilaires vous savez ce que c'est? Et le retour ça a été un peu ça hein. Vous avez sûrement vécu ça, quoi, biomédicaments, jamais entendu parler, c'est quoi cette sorte générique? Donc le premier constat c'était que déjà, les professionnels de santé ne connaissent pas bien les médicaments biosimilaires. Et voire, il y a des représentations un peu négatives. Hein. Au départ, les cliniciens, c'était c'est quoi? C'est encore une histoire de pharmacien. Ah oui, en plus, c'est juste pour faire des économies. Bon, ok. Alors, donc, on s'est dit, voilà, on commence, même début que les génériques, il va falloir qu'on fasse un peu mieux que les génériques. Donc, attention. Donc, déjà, on s'est dit, warning. Et puis, en regardant un peu la littérature, vous avez peut-être répondu à cette enquête. Il y a eu une enquête nationale aussi, été 2015, qui a envoyé par mailing un questionnaire à l'ensemble des pharmaciens, alors hospitaliers et officinales. Alors il y a eu plus, vous voyez, d'établissements hospitaliers qui ont répondu, mais il y avait quand même aussi des officinaux. L'idée était aussi de faire un coup de sonde
Finalement, est-ce que vous connaissez? Quelle représentation vous en avez? Quelle croyance, quoi. Et puis, vous voyez, le retour, c'était plutôt un manque de connaissances. Donc, finalement, notre première perception qu'on avait, nous, eue en pratique, elle était un peu générale, nationale, avec, vous voyez, quand même 50% quasi qui disaient on est peu informé, on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais quand même déjà une réalité. C'est-à-dire que je ne connais pas parce que j'en ai pas de pratique, j'ai quand même, je valide des ordonnances dans lesquelles il y a des biosimilaires dans 60% de ma pratique, mais n'empêche que ma perception, c'est que je ne connais pas bien. Donc un déficit d'infos, peu d'expérience avec l'histoire des EPO, des hormones de croissance, puis à ce moment-là, quand même peu d'initiation, finalement, d'infliximab biosimilaire, alors qu'il y avait toute la disponibilité. Et puis dans l'enquête, vous voyez deux choses. Les freins perçus à la prescription et à la dispensation, il y avait des choses, une certaine méfiance. Les histoires d'extrapolation, ça a froissé d'emblée un peu tout le monde en se disant mais effectivement les études elles ne sont pas dans toutes les pathos, puis on extrapole tout, il y a un manque de données sur les reculs sur la tolérance, l'hypersensibilité, les auto-anticorps, enfin voilà, ça commençait déjà ce type de questions. Et puis d'emblée, attendez, mais les patients, là, nos patients chroniques, comment on va faire? La perception de cette histoire, les génériques, on a déjà galéré, on recommence la même chose, on est post-médiator, post-lévothyrox maintenant, alors je vous en parle même pas. Comment on va faire, quoi? Donc on va majorer les craintes, ça va être la panique. Donc voilà, disant, déjà rien que l'initiation, ça posait souci. Et puis d'emblée, des questions, et la substitution, et si on fait du multi-switch, et on va prescrire comment, la traçabilité, comment on va savoir qui va avoir quoi. Vous voyez, pas... alors que quand même en face, 50% étaient plutôt pour la substitution, ce n'était pas un blocage réellement, on est toujours pour les pharmaciens. Les génériques, voilà, et puis plutôt, on en comprend l'intérêt. Pourquoi on développe les biosimilaires? C'était oui, effectivement, on a quand même des biothérapies qui sont très onéreuses, ça va favoriser l'accès à l'innovation et aider à traiter plus de patients. Effectivement, on y voit les enjeux, n'empêche que ça ne paraît pas complètement gagné. Donc, force de ça, au niveau institutionnel, on a dit, on veut bien y aller, on va jouer le jeu des biosimilaires. Par contre, il faut déjà, ce constat-là, qu'on fasse un kit institutionnel de formation des soignants pour qu'on sache de quoi on parle tous, qu'on parle de la même chose. Comme ça, déjà, envers les patients, on va déjà mettre de bonnes bases. Donc, on a monté un kit institutionnel qui a été fait par le pharmacien clinicien en disant on va répondre à tous ces doutes, toutes ces questions, comme il y en a autant quasi chez les pharmaciens que les médecins, que les infirmières, et qu'on ne sait pas de quoi on parle. On va faire un slide kit à disposition de toutes les équipes qui va répondre à toute cette foire aux questions finalement. Donc je vous le montre comme ça. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous redéfinir c'est quoi les biosimilaires, vous le savez dans la salle maintenant puisqu'on est en 2018. Mais on a fait un slide kit dans lequel on disait générique, est-ce que c'est vraiment un générique? Similaire mais différent, ça veut dire quoi alors? C'est différent, c'est similaire, c'est pareil, c'est pas pareil, on ne peut pas dire que c'est identique parce que c'est pas identique. Bon voilà, donc on a aussi remis les définitions, l'histoire du risque d'hypersensibilité, puis là on leur avait dit on va faire le même suivi post-AMM qu'avec n'importe quelle biothérapie. Et à ce moment-là, effectivement, s'il y a apparition d'auto-anticorps, c'est des auto-anticorps à l'infliximab, donc effectivement, ça contre-indiquera n'importe quel infliximab. Les mêmes indications, donc on a remis les choses sur la similarité. Pour les infirmières, ça a aussi plein de questions, c'est exactement les mêmes modalités d'administration, etc. L'histoire de la DCI en disant, en tout cas, il va falloir qu'on se mette d'accord. Qu'est-ce qu'on prescrit, comment on prescrit pour qu'on identifie bien les choses. À la question, je vais devoir changer les prescriptions de mes patients traités. À ce moment-là, en 2015, c'était non, on va déjà commencer à initier tout le monde et on va déjà avoir le même discours. On fait toutes les initiations et on s'engage là-dessus. Et puis on verra après, on va déjà vous convaincre, vous, hépatogastro, qui n'avez pas les études, parce que pour l'instant, il n'y a que de la rhumato, pour déjà y aller à l'initiation. Et on va déjà faire ça si on initie déjà tous nos nouveaux patients pour la direction, et ça leur a convenu. On va déjà montrer une différence. Et puis, la substitution, on verra après, on va déjà commencer par l'initiation, le switch, tous les décrets ne sont de toute façon pas sortis. Le vraiment moins cher, ça aussi, est-ce que c'est vraiment moins cher? Est-ce qu'on va faire tout ça pour gagner quoi? Donc là, on a remis un petit peu aussi les dépenses. Il y avait aussi des choses qui sont beaucoup sorties avec l'arrivée du biosimilaire de l'insuline. Mais les sites de production, est-ce que ça va être en Chine? Est-ce que ça va être en Afrique ou je ne sais où? Est-ce qu'on peut garantir
effectivement la qualité du produit autant que le princeps. Donc ça aussi, on a redit, les sites de production peuvent être différents. C'est ce qui est intéressant s'il y a des ruptures de stock, par exemple, mais on leur demande la même qualité, la même certification. Puis là aussi, on s'est dit, mais au fait, les patients, quand même, ils en disent quoi d'emblée dès 2015? Donc on est allé se balader dans les forums. Donc nous, on est allé un peu faire les chats dans la société François Aupetit, donc des patients Mickey, pour dire, ils en disent quoi, les associations de patients. Et là, le retour, c'était plutôt bienveillant. Il y avait même, ils avaient fait des diapos, des choses comme ça. Eux aussi, ils avaient fait le constat que personne ne sait de quoi ils parlent. Donc, donc c'était plutôt positif. Donc, on s'est dit, bon, déjà, on va essayer. Puis, on avait regardé quel langage il y avait aussi dans les forums, que disaient les associations de patients pour dire la même chose. Et puis, les soignants, on leur a dit, on va vous donner aussi 2 diapos sur qu'est-ce qu'on dit aux patients à l'initiation, là. Je vous rappelle, toujours à l'initiation. On a harmonisé les choses. Et puis on s'est dit, d'emblée, là, il va falloir qu'on change les pratiques. Donc là, on a fait très attention sur le plan médical, pharmaceutique, infirmière, pour dire aux patients, on leur disait plus, maintenant, on va vous prescrire du Rémicade. Donc ça, il a fallu se taper sur la tête pendant un petit moment, en disant, non, vous avez une indication d'infliximab. Donc là, on a redit, vous savez, vous devriez prescrire de toute façon en DCI depuis très longtemps. Donc parlons en DCI. Et donc maintenant, effectivement, depuis 2015, on présente aux patients, y compris à la visite. Donc au départ, il y a eu un peu des couacs, on disait encore Rémicade d'emblée, en disant maintenant, on est obligé de changer, on va passer à l'infliximab. Et finalement, un autre CHU, c'est l'inflectra qu'on a. Et donc, on y va, c'est la même tolérance, la même chose. Et puis, on gardait le moins cher tout à la fin, en disant on ne va surtout pas attaquer par on vous le donne parce que c'est moins cher, parce que là, on va rentrer dans les représentations des génériques. Donc ça, on a fait passer ça à tous les soignants, en disant d'emblée, on ne parle plus que d'infliximab, et vous donnez les arguments du biosimilaire par la suite. On reprécisait qu'effectivement, même le princeps est potentiellement un biosimilaire de lui-même. Et puis les différences. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas un générique? Il y a des études chez des patients, et pas uniquement des études chez le volontaire non malade. Donc ça, c'était aussi un peu rassurant pour les patients en disant, ok, c'est de la rhumato, mais c'est quand même des patients. Et puis, je vous disais, voilà, quelques phrases à éviter. Donc voilà le slide kit qu'on a positionné d'emblée au CHU pour dire, on va déjà enlever les représentations potentiellement négatives des soignants et on va dire la même chose face aux patients pour que déjà l'initiation se passe bien. Voilà, on a prescrit, on a fait le choix de faire des protocoles avec les noms de spécialités pour être sûr qu'on reconnaisse la prescription, qu'on s'y retrouve. Je sais qu'il y a d'autres centres qui ont fait la DCI, mais qui ont raccroché les protocoles pour quel que soit le marché, on ait le bon biosimilaire en face. Donc ça, c'est en fonction de vos logiciels. Mais en tout cas, on a fait une position stratégique pour dire, on sait ce qu'on prescrit, parce qu'à ce moment-là, on ne faisait pas de switch et pas de multi-switch. Et puis, on a mis en place une base de données pour dire, on va suivre nos patients pour voir un petit peu ce qui se passe malgré tout, parce qu'on est gastro et qu'il n'y a pas d'études en gastro à ce moment-là. Et en disant quand même, on fait confiance aux rhumatos, mais quand même. Et puis voilà, on a refait tous les protocoles pour les infirmières de surveillance, qu'elles, d'emblée, nous avaient dit, ok, c'est le même packaging, il y a la même tubulure, est-ce que c'est pas la même tubulure, est-ce que c'est le même filtre, pas le même filtre, est-ce qu'on peut mettre dans le flex directement, pas mettre dans le flex, vous voyez, ce genre de questions. Donc il a fallu valider tout ça. Donc on a réécrit les protocoles de surveillance en disant, voilà, c'est la même surveillance, tous les combien, quel filtre, quelle tubulure, etc. On leur a dit, on fait les mêmes dosages parce que nous, en hépatogastro, contrairement à la rhumato qui va s'y mettre, on fait vraiment du suivi thérapeutique pharmacologique. Donc, on fait les dosages des anticorps. Donc, ça a été les premières questions des gastro. Mais au fait, est-ce que je pourrais encore doser mes anticorps, doser l'infliximab EMI? Parce que c'est comme ça que je fais l'optimisation de mes traitements. Donc, leur a dit, vous en faites pas, oui. Et avec le biosimilaire, on a aussi les kits. Et voilà le nombre de kits et voilà ce qu'on peut faire. Donc tout ça a été bien mis en place. Et donc on a roulé, et donc il y a toutes les initiations, donc depuis 2015, qui se font avec le biosimilaire. Et donc le retour, 6 mois plus tard, de nos prescripteurs, ça a été, ok, on est rassuré, on dit la même chose, il n'y a pas eu d'événement particulier, on a eu des réactions d'hypersensibilité, mais pas plus qu'avec le princeps, donc c'est bien comme les études. Et donc, on leur a dit, maintenant, le switch, les amis. On a pris 6 mois, on est content, on y va, quoi. Et là, le switch, en février 2016, c'était, oui, mais nous, en hépatogastro, il n'y a quand même pas trop de données. 2 publications qu'en pédiatrie, on est chez l'adulte, bon, d'accord. Et que de la rhumato, comme d'hab, on en a marre qu'il y en ait pour les rhumatos.
même si ça paraît rassurant, que pharmacologiquement on est plutôt rassuré, ouais, bof. Et puis nos patients, c'est des patients chroniques, puis c'est des patients Mickey, ils sont un peu particuliers, ils vont être compliqués. Nous, on leur dit, on ne change pas une équipe IgAN, on n'a pas 12 000 molécules comme les rhumatos. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, d'emblée, on s'est dit, OK, pour enlever les représentations, on va aller faire une enquête auprès des patients. Et on va leur dire, si on vous propose de switcher aujourd'hui, est-ce que vous seriez d'accord et c'est quoi vos freins et les leviers? Et puis c'est pareil, la substitution, on a dit, bon, on en parlera après, hein, on va faire les choses dans l'ordre, on va déjà commencer maintenant par aller au switch. J'ai regardé les pharmaciens, là, au bout de 6 mois, est-ce que nous aussi on avait évolué? Il y a eu de nouveau une enquête en ligne qui a été faite au Québec et en France, et qui disait, bah, OK, comme tout le monde, on a augmenté les connaissances et ça y est, on est bien OK sur ce que c'est. Mais le switch, c'était encore en février 2016, pas complètement. On se disait, bah, la responsabilité, on n'a pas de liste d'interchangeabilité. Et puis il y avait la question, est-ce qu'on leur dit ou est-ce qu'on leur dit pas? De toute façon, on leur dit que c'est de l'infliximab, on n'en parle plus, quoi. Alors ça, la question, elle est vraiment tranchée. Sur le législatif, on en a discuté avec des personnes qui font du droit, plus les associations de patients. Dire, quoi qu'il arrive, on a une obligation d'information du patient sur le médicament qu'on lui donne, quel que soit le médicament. Donc, je veux dire, la question ne se pose même pas. On doit informer le patient sur ce qu'on lui prescrit et qu'est-ce qu'on lui donne. Donc, si c'est un biosimilaire, il doit savoir que c'est un biosimilaire. Switch ou pas switch, quoi, j'ai envie de dire. Donc, je veux dire, voilà, là, il n'y a pas de question. On ne le fait pas dans le dos. En plus, en lien de confiance, je ne vous dis pas nos patients chroniques de suivi, alors là. Mais donc, ça, voilà. Mais il y avait quand même ces questions. Donc, je vous propose qu'on vous montre maintenant voilà, l'avis des gastro. On va commencer par les gastro avec Nicolas. Maintenant, sur le switch. Et je vous donnerai les résultats des patients pour finir. Trois choses. Salut. La première chose, c'est que, étant lillois, je suis très content et très reconnaissant d'être là. Ça fait un grand bien de revenir à la maison. La deuxième chose, comme vous voyez, on commence à se connaître, c'est le duo Lee Hazelwood, Nancy Sinatra, dont je vous rappelle l'album de 1968, il faut absolument l'écouter. Et la troisième chose, c'est la private joke. Je ne parlerai non pas aujourd'hui de catch, mais de switch. Private joke. Bon. Je vous dirai. Voici mes 500 liens d'intérêt. Et donc, pour la problématique du gastro-entérologue, c'est OK, on va switcher, mais donc est-ce que ça reste efficace? Est-ce qu'ils vont bien tolérer? Et qu'en est-il, comme tu l'as très bien dit, en termes d'anticorps, d'immunogénicité? Juste 5 études à partager avec vous. La première, dont vous avez certainement entendu parler, c'est la grande étude académique norvégienne qui s'appelle Northwich, où là, justement, c'est pas que de la gastro-entérologie, comme vous pouvez le constater, différents panels de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, double aveugle. La question, le critère principal, c'est non-infériorité du biosimilaire versus l'infliximab de référence. Et donc, on regarde donc l'aggravation de la pathologie chez des gens qui sont stables depuis au moins 6 mois avec la référence. Puis on va regarder bien sûr les effets secondaires, tolérance, immunogénicité ou switch, puis on compare l'efficacité. Et donc, sur les différentes pathologies, on regarde selon les scores inhérents à chaque pathologie. 500 malades, un bras référence, un bras biosimilaire. Et on regarde à 1 an s'il y a une aggravation. Alors, comment on définit cette aggravation? On prend une marge de non-infériorité qu'on estime à 15%. Juste pour toutes les personnes qui prennent des photos, vous embêtez pas. Normalement, les topos, on a signé un truc comme quoi c'était bon, c'était sur le site, donc détendez-vous. Voilà, donc c'est quand même 40 centres. Académiques, j'insiste, parce qu'il n'y a justement aucun lien d'intérêt avec un laboratoire de l'industrie. 400 patients, plus de 18 ans, ils sont stables, comme je vous l'ai dit, depuis 6 mois. Polyarthrite, spondylarthrite, rectocolite, psoriasis, maladie de Crohn. Et donc, les patients sont identiques en caractéristiques, je passe, mais finalement, on voit qu'il y a quand même 150 Crohn, il y a une centaine quasiment de rectocolites hémorragiques sur les 400. Voilà un petit peu la distribution. Voilà ce qui se passe en termes d'aggravation. Voici le critère primaire. Bah, c'est 4%, donc vous ne dépassez pas les 15%. Donc c'est identique. Quand on regarde par les groupes, si vous regardez par exemple la troisième colonne pour la rectocolite hémorragique,
Bah, vous voyez, 9%, 11,9%. Donc, pas de différence significative pour l'aggravation de la maladie entre switch et maintien de la référence. Je passe, mais comme vous allez voir, je viens d'être malhonnête avec vous. Alors, en pratique, on peut voir aussi comme ça, moins 4%, vous voyez, c'est bien, on est content. La courbe, c'est bien, on est content. Critères secondaires. Alors, toute pathologie, je suis gastro-entérologue, donc là, je n'ai que ciblé que ce qui égoïstement m'intéresse, les scores cliniques de maladie de Crohn, qu'on appelle le Harvey-Bradshaw, de rectocolite, qu'on appelle le Mayo. Et puis, nous, on a un marqueur fécal d'inflammation qui s'appelle la calprotectine. Ben, tout cela est sympa, tout cela est kiff. Critères secondaires. Alors ça, c'est très intéressant pour nous, pour vous. C'est ces chiffres, parce que vous allez voir, c'est toujours la même chose. Événement indésirable sérieux aux alentours de 10%. Et depuis qu'on fait des études infliximab, c'est ça. Arrêt du traitement, gardez bien ça en tête, 3%. Bon, très bien, rien de différent. Anticorps. Là aussi, les études, même Princeps, infliximab, depuis le début, c'est ça, 7%. Et pour les taux résiduels, même chose. Donc, en conclusion, madame, monsieur, madame le modérateur, le switch est non inférieur au maintien du Princeps pour l'aggravation de la maladie. Et puis pour les critères, comme on a vu, clinique, calprotectine, c'est la même chose. Immunogénicité, efficacité, tolérance. Très bien. On est content, hein? Alors nous, notre problème, c'est que en termes d'efficacité dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, et je suis désolé d'être gastro-entérologue, et je ne suis pas très rhumato là pour le coup, mais 15%, nous, c'est le delta d'efficacité. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont choisi 15% non-infériorité? D'où ça vient? On ne sait pas, finalement. 4%, le fameux moins 4%, ça veut dire qu'il y a 4% de différence entre les deux, mais qu'est-ce qu'il y a dans les 4%? Si on veut challenger un peu ceux qui ont fait l'article. Et puis, si on regarde quand même la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, vous voyez qu'en termes de marge, pour la maladie de Crohn, on est à 14,3%, on est quand même aux alentours de 15%. Et puis, étant gastro-entérologue, maintenant, tout ce qui est uniquement clinique, la rémission clinique, la réponse clinique n'est pas suffisamment intéressant. Ce qui est important pour moi, c'est l'endoscopie. Aucune donnée d'endoscopie. Ça me pose quand même quelques soucis. Alors donc oui, très bien, c'est non inférieur, ce switch. Les critères, c'est similaire, mais enfin, comme ils le disent, précaution à la généralisation de résultats d'autres agents biologiques, d'accord. Puis on a besoin d'études de switch supplémentaires. Et même NurSwitch est une très belle étude, mais voyez, pour ma spécialité, j'étais embêté quand même. J'ai envie qu'on me parle un peu de maladies inflammatoires. Et là, on a la chance, il y a une communication orale au Congrès américain, et puis qui a été ensuite communiquée au Congrès européen. Voilà le premier essai dans les Mickey sur le switch. Une belle étude. Alors, vous avez de nouveau le biosimilaire versus le Princeps. L'étude, en fait, avait déjà été faite au début, juste avant un switch, pour comparer les deux. Vous voyez, donc, et quand on regarde en bas à gauche, eh ben, en termes de réponse, à l'induction à la semaine 6, la réponse c'est je vais bien, la rémission c'est je vais beaucoup mieux là, je suis bien. Bon, pas de différence. Quand on regarde aussi à la semaine 30, c'est bien. À ce moment-là, vous voyez qu'arrivé à la semaine 30, on switch. D'ailleurs que la moitié des gens, on part sur biosimilaire ou on fait l'inverse. Hein. Et donc on va voir ce qui se passe à 1 an du switch. En termes de clinique, bon très bien, je vais bien. Mais ce qui m'intéresse moi aussi, gastro-entérologue, c'est que l'endoscopie soit bien, puis on regarde aussi l'immunogénicité. En termes de clinique, les courbes sont parlantes. En termes d'endoscopie, il n'y a pas de différence significative. En termes d'immunogénicité, quand on voit... Alors c'est toujours... Mais on connaît ça. Hein. Vous voyez que l'échelle, attention, l'échelle est à 30%. Vous voyez, 19%, n'oublions pas qu'il y a des anticorps transitoires en plus. Hein. Mais finalement, à 1 an, vous êtes aux alentours, on l'a déjà vu, 2%. Donc première fois,
Dans les Mickey, on dit que le switch, ça ne modifie pas l'efficacité et la tolérance. Allons plus loin. Les Italiens avaient commencé avec une belle cohorte observationnelle, prospective, multicentrique, donc dans les Mickey, plus de 30 centres. Hein. Et donc là, leur critère principal, c'était la tolérance. Qu'est-ce qui se passe finalement pour ces patients en termes de tolérance? Ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient 3 groupes. Un groupe naïf d'anti-TNF, on fait le biosimilaire. Un groupe qui sont sous Princeps, au revoir, bonne journée. Ils sont sous Princeps et on va switcher. Et le 3e groupe, ils ont déjà eu auparavant un anti-TNF et on fait le biosimilaire. Et donc, on va voir à 1 an le critère principal qui est la tolérance. Mais on va regarder également des critères secondaires, efficacité. 300 malades qui sont naïfs d'anti-TNF, il y en a 140 qui avaient eu au moins un anti-TNF auparavant, puis une centaine sont switchés. Critère principal, eh bien, on retrouve les mêmes chiffres que Northwich en termes de tolérance. On est aux alentours de 10%, et puis il y a 3% qui arrêtent. Il y a juste une chose, c'est que finalement, les gens qui ont déjà eu l'infliximab auparavant, quand on fait le biosimilaire, ils ont plus de réactions allergiques. Et quand on voit les effets indésirables, c'est 60% des effets indésirables sont les réactions allergiques. Mais finalement, en termes de critères secondaires, on retrouve exactement ce qu'on connaissait déjà avant le biosimilaire. Il y a 10 à 15% des gens qui sont non-répondeurs primaires quand on lance le traitement. Et là, quel que soit le bras, naïf ou en switch. En termes de critères secondaires, les courbes sont parlantes aussi. Et puis finalement, on voit qu'à 6 mois, et ça ce qui est décrit, hein, on perd des malades, comme vous l'a dit Magali. Il y a 40% des gens où on va devoir, il y a une non-réponse secondaire, ils étaient bien, ils perdent une réponse clinique, et on va céder des dosages, notamment des anticorps, pour voir s'il y a un problème d'immunogénicité, pharmacocinétique, pharmacodynamique. Mais pas de différence, finalement, pour les critères secondaires. Tolérance, un message très important, j'y reviens, c'est que finalement, dans le groupe A, naïf, ou dans le groupe switch, il ne se passe rien de particulier. Mais quand vous avez déjà eu auparavant, et dans cette étude, c'était supérieur ou égal à 4 mois, un anti-TNF, vous avez plus d'effets indésirables, notamment donc réaction allergique. Alors après, justement, un magnifique papier qui est l'avant-dernier, c'est en termes d'immunogénicité croisée. Je veux dire, est-ce que les anticorps anti-infliximab chez les gens qui sont sous Princeps reconnaissent le biosimilaire? Quelle horreur! Fixons-nous sur ça plutôt. Alors, donc, finalement, quand vous voyez, il y a une corrélation vraiment parfaite entre un lot biosimilaire et un lot Princeps. Vous prenez à gauche des sérums de patients qui ont une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, mais qui ne sont pas exposés à l'infliximab, donc ils sont négatifs en anticorps, et puis vous mettez des lots de Princeps et les lots biosimilaires, ils ne sont pas d'anticorps de toute façon, ces sérums-là, il ne se passe rien. À droite, les gens sont anticorps anti-infliximab positifs, et de façon très belle, ça marque, ça cross-react, si je le fais en anglais, de façon identique finalement, avec le Princeps et le biosimilaire. Et en termes d'avidité à l'anti-TNF, le petit rectangle, c'est l'original, le petit carré, c'est biosimilaire, première courbe qui monte vers le haut, tout se passe bien. Si vous avez un sérum avec des anticorps, de façon identique entre l'original et le biosimilaire, les taux, l'avidité baisse. Oui, la réponse est positive grâce à cette très belle étude. Donc tout ça est sympa, et j'espère que je ne vous ai pas trop embêté parce que j'en fais une dernière, de vraie vie. Là, c'est dans le pays des Space Cakes, où vous avez une centaine de patients et ils vont switcher. Donc T0, c'est avant le switch, T1 après le switch, et T3, c'est 1 an. Et puis vous voyez, régulièrement, on va contrôler les taux d'infliximab, les anticorps. On va voir sur le plan inflammation, et puis comment ils vont cliniquement. Comment ils vont cliniquement? T3, c'est 1 an. Vous voyez, en vert, c'est les gens, à T0, ils étaient en rémission. T3, c'est 1 an. Score à gauche de maladie de Crohn, à droite de rectocolite hémorragique. Bien.
Cliniquement, les taux sériques d'infliximab T0 avant le switch T3 à 1 an, bien. CRP, pour la protéine de l'inflammation, début et 1 an, bien. On est content, n'est-ce pas? Pas que, parce que quand on regarde là, souvenez-vous des chiffres, des pourcentages que je vous ai donnés auparavant, il y a des gens quand même qui ont arrêté. 26%. 26%. Oui, prenez les photos, prenez les photos. 26% d'arrêt, 30%, donc un tiers des gens arrêtent. Et pourquoi? Quasiment 10% en raison d'effets indésirables et 9% parce qu'il y a une activité inflammatoire élevée. Activité inflammatoire élevée à l'interrogatoire. 2 malades seulement étaient en poussée. Effet indésirable dans 10% des cas, c'est 13 malades. 7 malades, ils ont arrêté parce qu'ils étaient fatigués. Donc là, je pense certainement, pour enfoncer une porte ouverte, qu'évidemment, et ils le disent dans la discussion de cet article, ils étaient fatigués, on avait switché. Oh mon Dieu, on revient à l'original tout de suite. Hein. Donc, je pense que le switch, vous avez vu les études, l'enjeu, et comme vous l'a dit excellemment bien Magali, c'est vous et nous, quoi. C'est l'information auprès du patient. Hélas, Madame la modératrice, j'ai fini. On pourrait dire que finalement, grâce à ces études, tout se passe bien et que pour le consensus ECHO, je ne vous le fais pas avec mon accent texan, European Crohn Colitis Organisation, le switch est acceptable en termes de tolérance et efficacité. Tout l'enjeu et tout l'intérêt de ça, c'est la communication avec vous. Il y a des questions en cours, c'est-à-dire on switch de biosimilaire, on revient du biosimilaire à l'original. Et qu'est-ce qui se passe en termes de switch multiple ou répété? On en a discuté tout à l'heure. Non, j'ai encore envie de parler, j'ai encore une slide. Donc, il y a encore des choses en cours en termes d'études. Et je vous laisse avec Shakespeare. Je vous remercie. Alors donc, on est allé demander aux patients, hein, bien sûr, en se disant, en plus fort de ces études, ben, il va falloir qu'on informe de façon optimale et correcte les patients. Donc en 2016, je vous ai dit, on avait lancé donc, cette enquête faite par entretien semi-directif, donc vraiment en interaction avec les patients, pour recueillir leur opinion sur le switch et les freins et les leviers. Alors on a fait 76 patients, on a vu 76 patients Mickey, donc en face à face, hein, 25 patients, et on est quand même allé voir, c'est ce que je vous disais, c'était une étude hépatogastro, mais on a dit on va quand même aller voir quelques patients rhumato, quelques patients de médecine interne, pour dire est-ce qu'il y a des choses un peu transversales, est-ce qu'on peut imaginer quand même une information commune. Donc voilà les résultats. Juste pour vous dire, donc dans ce type d'études qualitatives, on a fait attention qu'il y ait une diversité des profils des patients. Donc vous voyez, nos patients Mickey, comme vous a montré Nicolas, hein, c'est plus des femmes, il y a plus de maladies de Crohn. Ils ont des diagnostics voilà, anciens et nouveaux, il y avait les deux, avec des patients qui ont un vécu de traitement, hein, ils ne sont pas tout neufs dans les traitements. Ils ont tous vécu potentiellement des effets indésirables avec le Remicade. Vous voyez, enfin beaucoup, 72%, ça c'était important de le savoir. Puis on leur avait demandé dans les profils, au fait, vous êtes plutôt contre ou pour les génériques, pour voir s'il y avait un peu un terrain. Donc vous verrez, ils étaient tous, là, l'ensemble des patients, pas vraiment contre, hein, vous voyez, 60% de pour. Rhumato, donc c'était plutôt des spondylarthrites ankylosantes, avec des PR, donc assez classiques, moyenne d'âge classique. Il y avait un peu toutes les catégories professionnelles partout, on avait fait attention à ça. Tous, ils avaient eu déjà pas mal de traitements avant l'infliximab princeps. Et vous voyez, pareil, le vécu d'effets indésirables et les génériques. Pareil pour la médecine interne. Alors, le résultat massif, donc là on est en 2016, c'est que quand même, autant nous on s'était amélioré en termes d'information et de connaissances sur les biosimilaires, les soignants, autant les patients, 86%, voire 100%, 96% n'avaient jamais entendu parler des biosimilaires. Donc on s'est dit, ok, il va falloir déjà qu'on augmente les connaissances avant même de parler du switch, parce que switcher pour quelque chose, alors que tout va bien, pour un traitement que je ne connais pas et je ne sais même pas de quoi vous me parlez, et effectivement pas d'informations comme les génériques par le
je dirais au niveau national, pas de pub, enfin voilà, donc j'ai même pas entendu du nom. On s'est dit, bon, là aussi, pareil, il y a vraiment quelque chose à faire. Et puis, quand on leur a dit de donner des noms de spécialités, Flectra, Remsima, Faxodi, enfin voilà, pour dire est-ce que le nom vous parle, on a gagné quelques patients, mais pas vraiment mieux. Et puis, le peu qui avait de l'information, c'était parce que c'était des patients très actifs dans l'HDJ, très actifs dans les associations de patients, donc pas non plus le patient lambda. Donc on pouvait se dire, en fait, ils ne savent même pas de quoi on parle, quoi. Donc on va débarquer avec le switch et ils ne savent même pas de quoi on parle. Voire, ils ne savent même pas de quoi on parle quand on parle de biothérapie. Donc le biosimilaire, le biothérapie, le médicament biologique, tout ça déjà, on les avait déjà perdus même avant d'aborder le switch. Donc on a dit, OK, il nous faut standardiser l'information auprès des patients. Donc, dans l'étude déjà, rien que par ce premier constat, c'était la première question du questionnaire, on s'est dit, alors maintenant on va leur demander, est-ce que vous avez envie de switcher ou pas, ils ne savent même pas de quoi on parle. Donc on a standardisé, donc l'enquêtrice qui a fait l'enquête, elle a dit exactement, de façon moulée, la même information à tous les patients, les 100 et quelques, pour qu'on savait bien comment elle allait dire l'information, allait modifier potentiellement leur réponse. Donc on a fait tout pareil pour qu'ils aient tous la même information. Et voilà ce qui sort. Donc ça, c'est très intéressant. Ça dépend si on regarde positivement. Enfin, en gros, vous avez 50% des patients qui vont vous dire « Banco, je viens, je vous fais confiance, j'ai pas besoin de 12 milliards d'arguments, donnez-moi un infliximab, ça roule. » quoi. Donc on se dit on peut switcher assez facilement pour 50. Ce qui est déjà pas mal. La direction, déjà, ça leur plaisait ce résultat, quoi, financièrement, entre guillemets. Toutes les initiations, plus 50% de switch, on est déjà bien. Donc ça tranquillise. Après, on a les 30%, vous savez, les 26% qui ont arrêté là. 30% de gars qui vous disent non, alors là, j'y vais pas, laissez-moi tranquille. Et puis quelques ambivalents. Alors on est allé fouiller avec l'analyse thématique pour dire on sait quoi les freins. Alors rapidement, les oui, c'est ce que je vous disais. En gros, ils n'ont pas besoin d'arguments. Je vous ai mis quelques verbatims, vous aurez les diapos. Mais en gros, ils y vont. On vous dit, est-ce qu'on peut vous donner le biosimilaire? Je vous dis un peu rapidement ce que c'est. Et puis, il n'y a pas de souci. Ils entendent les arguments de, voilà, c'est similaire, aussi efficace, bien toléré. Maintenant, on a les études en hépatogastro, donc on y va, on est tranquille. Donc, c'est une information, je dirais, un peu classique pour n'importe quelle biothérapie. Finalement, ils ont besoin des mêmes arguments. Par contre, vous voyez, quand même, quelques-uns nous disent aussi, mais quand même, si j'ai le moindre petit problème, on pourra revenir en arrière. Ça pose déjà un peu question, parce que même ceux qui nous suivent à 100%, et ça, on ne peut pas leur garantir. Vous avez vu Nicolas ce qu'il vous a dit, si on fait des auto-anticorps, on se grille l'infliximab, quel que soit l'infliximab. Donc malgré tout, vous allez potentiellement avoir des patients qui vont faire des auto-anticorps, qui les auraient peut-être fait sous le princeps, mais ça, on ne pourra jamais le savoir, et qui les auront fait après le switch, et qui vont vous en vouloir. Quoi qu'il arrive, il faut le savoir. Donc, c'était quand même une information intéressante. Nos refus, là, donc en rouge, surtout, c'est ça qui est important de cette diapo, c'est une adhésion massive au princeps en disant « mais je vais bien, tout va bien, je suis équilibrée, mais pourquoi changer, quoi? Mais quel intérêt ?» Je ne suis pas sûre que nous, dans la salle, on dise oui. Je vais bien, je suis un patient chronique. Nous, en plus, en hépatogastro, comme on n'a pas de molécules, on a passé des années à leur dire « les gars, accrochez-vous au princeps, on ne change pas une équipe qui gagne. » Donc clairement ça, notre grand professeur, il dit « on ne change pas une équipe qui gagne depuis 30 ans. » Et là, on dit, bon, je sais pas, aujourd'hui, je me suis levée ce matin, on va switcher, quoi. Ça se comprend. Et puis, alors, ce qui était très intéressant, parce que nous, on s'attendait aux craintes des effets indésirables d'emblée, en deuxième ligne. En fait, ce qui ressort chez ces patients-là qui refusent, c'est pas les effets indésirables, c'est de la perte d'efficacité. Je suis accrochée à mon traitement qui marche. Donc, je suis même pas en train de discuter la prise de risque, c'est je veux pas enlever mon traitement qui marche, quoi. Et c'était pas les effets indésirables. Ça arrive, vous voyez, après. Bien sûr, après, ils nous disent, bon, d'accord, peut-être, voilà. En tout cas, c'est vraiment ça. Et puis la deuxième chose intéressante, c'est, mais est-ce qu'il y en a déjà d'autres qui sont switchés? Je voudrais partager avec d'autres, des gens qui ont déjà vécu ça. Puis redonnez-moi un peu de l'info, parce que quand même, je ne connais pas bien. Redites-moi, c'est quoi exactement, c'est quoi les risques, enfin voilà. Donc on s'est dit, ok, on augmente les connaissances, on fait des outils d'information, on va leur faire partager en HDJ, c'est assez facile. Nous, ils ont les banquettes, ils sont tous à côté, assis les uns des autres. Donc, ils vont être à côté avec d'autres qui ont switché. On va organiser ça, en fait, finalement, pour qu'ils puissent discuter avec des gens qui ont switché avant le switch. Et puis, nos ambivalents. Donc, on va se dire, maintenant, il y a les 15%. Donc, on va se dire 30%, peut-être qu'on ne va pas y aller tout de suite, on va voir. Puis, on a 15% qu'on peut peut-être encore rattraper.
Donc ceux-là, alors ça c'est hyper important parce qu'à un moment donné on s'est dit on va déléguer ça au pharmacien, il va aller faire de la consultation, puis c'est lui qui va vendre le biosimilaire. L'étude là elle nous montre non. Clairement il faut que ça soit le médecin qui en parle en premier et qui soit convaincant et que lui soit persuadé que c'est bien de switcher son patient, sinon ça ne marchera pas. Et ça c'est vraiment tous les patients l'ont dit, y compris ceux qui suivaient l'accord comme ça d'emblée. Hein. Et puis par contre, ceux-là, les ambivalents, c'est la crainte des effets indésirables. Est-ce que vous pouvez me garantir que ça ne va pas être pire avec quand même ce traitement malgré tout? J'ai besoin d'être rassurée. Je veux mon spécialiste, mon médecin, auquel j'ai toute confiance, qui me propose ça, et je veux qu'il me rassure pour cette population-là. Donc fort de ça, alors pareil, on est allé voir les rhumatos, je vous disais, je vous passe cette diapo, exactement les mêmes freins, les mêmes leviers, les mêmes proportions. Hein. Il n'y avait que 25 et 5 patients, mais le même type. Donc, c'est complètement transférable. Donc, on s'est dit, OK, on a fait un outil institutionnel pour les soignants. On l'a donné à tout le monde. On va faire des outils d'information patients et on va les donner les mêmes pour tout le monde. Au CHU de Grenoble, on a tous les mêmes. Et les voilà. Donc, comment on en parle ensemble avec le patient pour switcher ? On s'est dit, OK, on fait 2 types de choses. D'abord, les patients, ils ne savent même pas de quoi on va leur parler. Donc, on ne va peut-être pas leur sauter dessus à la consultation en HDJ. Donc, on va faire un poster qui va déjà inciter. Notre idée, c'est de dire, et si le patient, il arrivait à la consultation à l'HDJ en disant, j'ai lu un truc, là, biosimilaire, c'est quoi ça, docteur? Est-ce que vous pourriez m'en parler? Ça ne serait déjà pas pareil que le médecin qui dit, bah, voilà, aujourd'hui, ce n'était pas prévu, c'est notre consultation de routine et la HDJ de routine, je vais vous changer de traitement, quoi, entre guillemets. Donc voilà le poster. Donc on est rentré, on s'est dit on va s'amuser du bio parce qu'on va dire bah tiens le bio ça peut être positif, là tout le monde veut du bio. Puis comme on avait vu qu'en fait les biothérapies déjà ils connaissent pas bien, on s'est dit bah ok. Donc on a fait ce poster là qui est dans les HDJ, dans les salles d'attente, où c'est écrit biothérapie, biomédicaments, biosimilaires, mais tous bio, on parle de quoi? Et si je posais la question en se disant ils vont rentrer après en consulte et en HDJ, ils vont nous solliciter, ça sera déjà une démarche plus intéressante. Donc vous voyez ça on peut le donner n'importe quel endroit de biothérapie. Et puis on s'est dit maintenant, ça veut dire qu'avant de parler du switch, il va falloir faire un état des lieux. Finalement, ça a été quoi votre vécu avant avec vos autres biothérapies éventuelles? Est-ce que vous avez un parcours du combattant? Est-ce que ça a été compliqué? Peut-être qu'on ne s'excitera pas tout de suite avec celui-là. Enfin voilà, est-ce que j'ai eu plein d'effets indésirables à chaque fois qu'on me change un truc, ça ne marche pas, vous voyez, déjà où on s'accroche. C'est bon, peut-être qu'on ne va pas y aller tout de suite. En tout cas, un point là. Deuxième point, pour diminuer l'effet nocebo, on s'est dit le jour où on va proposer le switch, on va dire aux patients, au fait, vous êtes comment sous Rémicade, sous le Princeps? Est-ce que vous êtes si bien que ça? Est-ce que vous n'êtes pas un peu fatigué? Vous n'êtes pas un peu, ça vous gratouille, enfin n'importe quoi? Parce que vos patients que vous allez switcher, ils vont se regarder sur toutes les coutures, quoi qu'il arrive. Et que le moindre truc qui va arriver après la première perf du switch, en tout cas pour les premières perfs, après, ça va rentrer dans la routine, ils vont regarder le moins de machin qui bouge. Donc on s'est dit, on va dire, et si on fait un T0 quelque part, pourra lui dire, mais finalement, vous dites que vous êtes fatigué, mais est-ce que c'est plus fatigué que quand on s'est vu la dernière fois ou c'est pareil, en fait? Voilà, en se disant, il faut qu'on ait un cut-off, parce que sinon, ça va être tout incriminé au biosimilaire, forcément, c'est humain. Et puis, pas en faire trop non plus, parce que là où on a identifié qu'on n'avait pas fait d'infos sur les biothérapies, ce qui n'est pas le cas en rhumato, en hépatogastro, mais vous voyez, pour le MabThera, par exemple, je leur ai dit, mais est-ce que vous avez un livret d'infos sur le MabThera? On dit, bah non. Je dis, bah alors pourquoi on s'exciterait pour faire un livret d'infos sur le biosimilaire alors qu'on ne le fait déjà pas? Quand je vous disais, on a une obligation d'information aux patients. Donc on est en train de monter en qualité finalement de l'information générale sur les biothérapies. Et donc soit il y a des actions éducatives, soit il y a des outils. En tout cas, il faut inclure ça dans les outils existants. Donc parce que sinon on entraîne de la suspicion. Pourquoi d'un coup on fait une info massive sur les biosimilaires alors qu'elle n'était pas faite pour le Princeps? Donc en fait, on a fait un livret d'information infleximable dans lequel on a mis l'information sur les biosimilaires avec le reste, quoi. Donc je vous montre à quoi ça ressemblait. Donc avant c'était Rémicade, ce petit livret. Vous voyez rien, mais c'est des toutes petites feuilles qui vont dans la poche, qui se plient comme ça, où il y a effectivement les effets indésirables, la gestion, enfin ce qu'on utilisé en consultation classique, dans lequel maintenant on a changé, on a mis infliximab et tous les noms de spécialités, quoi qu'il arrive. Donc on parle d'infliximab toujours, et dans lequel on insère cette double page qui répond aux questions des patients, avec finalement c'est quoi une biothérapie, c'est quoi un biosimilaire, et puis vous voyez le petit carré rouge en bas qui dit votre médecin, pour les préparer, on est toujours un peu dans l'anticipation, votre médecin il va pouvoir vous parler du switch, il va pouvoir vous switcher,
Et n'hésitez pas à en parler à votre voisin d'HDJ, votre voisin de salle d'attente, enfin voilà, en disant on va un peu créer une émulation pour que ça ne soit pas finalement que d'un coup là, chez nos patients, je vous rappelle, chroniques stabilisés sous princeps depuis potentiellement 10 ans, 3 ans, 3 mois, 6 ans, qui ne vous demandent rien. Et on est vraiment, et puis post-lévothyrox aussi. Donc voilà, donc on n'avait pas commencé le switch, on est en train de commencer. On a placardé tout ça, diffusé les livrets, et on va bien sûr évaluer l'impact de cette information standardisée. Mais vous voyez que ça, c'est complètement standard, c'est utilisable, quel que soit, je dirais, le biosimilaire dans l'absolu. Voilà, je vous remercie et on est prêt à répondre à vos questions juste avant le départ. Alors,